Madame, oui, Karine, je la vois. Bonjour Karine. Bonjour Muriel. Le point 1, c'est le procès-verbal de notre séance du Conseil de police du jeudi 20 février. À cet égard, je voudrais vous dire, je suppose que certains d'entre vous pensaient revenir sur le règlement d'ordre intérieur et la réunion qu'il y a eu entre certains d'entre vous et la secrétaire de zone concernant le règlement d'ordre intérieur. Toutes les différentes remarques et suggestions qui ont été évoquées lors de cette réunion. En fait, pour y donner réponse, on ne l'a pas encore fait parce que je souhaiterais, et c'est l'avis d'ailleurs de l'ensemble des membres du collège de police, qu'on soit présents tous les trois pour pouvoir l'évoquer. Donc, on n'a pas encore de réponse à ce jour parce qu'on n'a pas encore pu faire un collège de police où nous étions présents tous les trois. Voilà pourquoi le collège qui a eu lieu, ce sera reporté normalement au collège qui aura lieu la semaine prochaine, où là, nous serons bien présents tous les trois, normalement. Ça va? Est-ce qu'on peut voter le PV à l'unanimité ou il y a des remarques? Cécile? Nous, on va s'abstenir comme la dernière fois sur les deux PV. Voilà, ils sont relativement vides. Et donc, comme on l'avait dit, on ne peut pas être d'accord, même si j'ai bien compris ton explication, on ne peut pas être d'accord avec cette manière de fonctionner. On aimerait qu'on revienne à des PV quand même un peu plus élaborés. Donc, on continue à s'abstenir sur les PV tels qu'ils nous sont présentés. Pas de souci, merci Cécile. D'autres abstentions? Oui, Agib? Simplement dire qu'on s'abstient aussi pour les mêmes raisons et j'espère que les choses pourront évoluer dans un meilleur sens. Merci. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Nous avons alors le procès-verbal de la réunion du Conseil de police du 24 avril. Madame la Présidente. Je suppose que c'est le… Oui, monsieur Chevreau. J'ai le début, donc je ne sais pas si peut-être vous ne me voyez pas, mais je faisais coucou avec ma main et j'ai levé la… Non, je ne vous voyais pas, non. Voilà. Comme les PV n'ont pas changé, on ne change pas notre vote non plus. Hein, d'accord. Et donc, le deuxième PV, je suppose que c'est le même vote, abstention des membres du CDH, du PTB et des colos, de toutes les communes? Oui. Oui. OK. Ensuite, nous avons le compte 2019. À cet égard, nous avons la présence du directeur, comment on l'appelle? Le comptable spécial. Le comptable spécial, voilà, directeur financier, comptable spécial. Je lui propose de présenter le compte et puis que les débats puissent commencer juste après. Merci Madame la Présidente. Donc, vous avez pu prendre connaissance du compte 2019. Donc, je vous ai fait également, comme d'habitude, une présentation du compte. Donc, on voit qu'on a un boni de 737 093 €, donc un boni proche de 2018. Les raisons principales de ce boni sont principalement en dépenses de personnel. Donc, on est habitué à avoir des écarts entre nos prévisions de dépenses de personnel et le compte. Ça, c'est normal dans une vie budgétaire d'entité, puisque nous devons prévoir avec toutes les personnes qui sont prévues au cadre et pour le remplacement. Et puis, il y a la vie de la zone pendant c'est bon. On n'arrive pas effectivement à avoir tous les remplacements au moment même. Il peut y avoir des absences. Et donc, tout ça ne fait que dégager une charge budgétaire positive en fin d'exercice. Il y a une particularité en 2019, puisque nous avions 13 mois de salaire. Et on a remarqué que notamment donc nous, pour faire les prévisions de personnel, nous mettons des paramètres dans une feuille Excel qui vient du SSGPI. Et nous remarquons que visiblement, avec les 13 mois de salaire, à mon avis, il y a eu des marges supplémentaires qui ont été créées à travers cette feuille-là, dans le calcul, qui ont fait qu'on a eu une plus grosse différence cette année que les autres années en dépenses de personnel. Or, il n'y a rien eu de particulier à part ces 13 mois de salaire. Donc, je pense que c'est dans la feuille de calcul qu'il faut trouver l'explication de cet écart plus important pour 2019. On a regardé pour 2020, on ne retrouvera pas, on trouvera toujours des marges en dépenses de personnel, mais jamais de cette ampleur. Au niveau de la charge de dette, ça c'est habituel, on a un écart important. Ça c'est simplement puisque l'extraordinaire, avec les marchés, il faut toujours le temps de les faire. Or, nous, la rigueur budgétaire nous oblige à prévoir dès le budget, comme si on allait réaliser assez rapidement l'extraordinaire. Donc forcément, en prévoyant des marges
dès le budget, on ne peut arriver qu'à un compte positif si on a bien prévu les choses et s'il n'y a pas de mauvaise surprise, ce qui est le cas ici. Quand on regarde au niveau des exercices antérieurs, c'est la dernière année où on retrouve le mois de décembre de l'année précédente, donc le mois de décembre 2018 aux antérieurs 2019, puisqu'à partir de 2020, on n'a plus. Dépenses de personnel, ça je vous ai remis les éléments, il n'y avait rien de particulier outre les 13 mois de salaire cette année. En dépenses de fonctionnement, on voit qu'ils sont en augmentation, ça on remarque au niveau des détachés notamment, les véhicules, les bâtiments, la masse d'habillement, puisque parfois ça dépend un peu les années où on en fait moins, donc forcément on se rattrape un petit peu plus l'année suivante. En dépenses de transfert, on est toujours au-delà de 100%. Pourquoi? Simplement parce que j'annule parfois des anciennes créances qui sont tombées en cours d'année, et donc forcément, quand on n'a pas de crédit, on dépense un petit peu plus que ce qui était prévu. Dépenses de dette, ça on est relativement stable. Maintenant, on voit quand même dans les autres années que nous avons une politique de réinvestissement, notamment en véhicules, qui fait que les dépenses de dette sont en train d'augmenter globalement. Recettes de prestations, rien de particulier. Ce sont là principalement les détachés out. Et les recettes de transfert. Donc, on voit ici cette année, il y avait encore une particularité au niveau des NAPAP, donc les activités préalables, les non-activités préalables à la pension, où il y avait un subside qui était promis aux zones de police, mais c'était un subside qui était dans une enveloppe fermée. Donc, nous, on avait été très, très prudents au niveau de la création du budget et on a eu raison, ce qui, in fine, nous n'avons eu que 55% de cette recette par rapport à ce qui aurait pu être promérité si on avait suivi les règles simplement du subside, mais comme on est en enveloppe fermée, on a eu qu'à peine plus de la moitié de ce qu'on aurait pu promériter. Je vous ai rajouté un petit graphique que j'aime toujours bien où on voit l'écart entre les dotations communales et les dotations fédérales. On voit toujours que le communal est de plus en plus présent dans une zone de police. Clairement, mais ici c'est aussi particulier puisque nous avons 13 mois. Il faut savoir que c'est principalement les communes qui ont dû supporter le 13e mois qui a dû être prévu budgétairement. Je rappelle que les policiers n'ont pas eu 13 mois, c'est simplement budgétairement, on a dû mettre 13 mois de salaire sur une seule année. Au niveau du budget extraordinaire, on a un taux de réalisation très élevé, quand même, de 85%. Et donc, tout a été financé par emprunt, comme d'habitude. J'avais mis également, on voit un graphique avec les immobilisations corporelles qui sont en augmentation, mais ça, c'est forcément, c'est notre politique de réinvestissement. On voit aussi au niveau de la trésorerie qu'elle se porte mieux. Ça, c'est dû à deux choses principalement. Premièrement, la décision qu'on a eue il y a quelques années de demander aux communes de payer anticipativement au niveau de la dotation mensuelle. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, on a eu 13 mois. Et donc, les dotations ont été de 13 mois. Or, la zone de police n'a pas réellement décaissé 13 mois de salaire puisque le mois de décembre est toujours payé le 2 janvier. Ça n'a pas changé. Simplement, on a dû changer d'exercice budgétaire. Et donc, forcément, la trésorerie ne peut que s'en porter mieux. Au niveau du passif, on voit clairement que la dette augmente. Ça, c'est donc en parallèle de nos investissements. Donc, voilà, voilà dans les grandes lignes de compte, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le comptable spécial. Donc, qui souhaite prendre la parole sur le compte? D'abord, remercier évidemment le comptable spécial pour son travail. Je suppose que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. Et puis, est-ce qu'il y a des questions alors plus techniques ou politiques? Je ne vois pas de… Agib. Agib puis Laszlo. Merci Madame la Présidente. Merci au directeur financier pour les explications et pour les documents qui ont été transmis. 3 questions techniques et puis peut-être 3 questions plus politiques que j'adresserai au collège de police. Donc, concernant les questions plus techniques, je vois à la page 19 qu'il y a un montant de 325 000 € qui est avec une étiquette sans emploi, c'est-à-dire que les montants n'ont pas été utilisés. Et donc, j'aurais voulu avoir des explications. Donc, l'article budgétaire 992-51 et l'intitulé de la dépense, c'est le Mali du service extraordinaire. Pouvez-vous expliquer le non-emploi de 325 000 €? Ça, c'était ma première question. Donc, page 19. Alors, page 21, je vois dans les achats divers, à nouveau, on n'a pas employé 54 000 € plus ou moins, achat de divers matériels. Allocation 330 744 51 04. Et donc, peut-on avoir des explications? Et je voudrais savoir au niveau du chef de corps s'il y a des besoins qui n'ont pas pu être remplis.
Et alors, je voudrais aussi avoir une information concernant la dotation des différentes communes. Est-ce qu'à ce jour, chacune des 3 communes remplit bien ses obligations vis-à-vis de la zone? Donc ça, c'est pour les questions techniques. Maintenant, pour les questions plus politiques, je voudrais m'adresser au collège de police pour savoir, aujourd'hui, on a un boni relativement important. Or, vous savez qu'aujourd'hui, la zone de police n'a toujours pas de conseiller en communication. Nous étions déjà intervenus sur ce sujet et nous tenons à rappeler l'importance de pouvoir avoir un conseiller en communication. Et donc, vu que les moyens budgétaires sont là et que il y aura un report du boni du compte au niveau de la police, pour nous, ça devient vraiment une exigence de pouvoir doter la police. On sait l'importance de la communication aujourd'hui, d'un conseiller ou d'une conseillère en communication. Deuxièmement, j'aurais voulu savoir qu'en est-il de la possibilité pour la zone d'aller dans la cité administrative? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Et alors, pouvons-nous recevoir le courrier de la tutelle par rapport au budget de la police pour voir notamment s'il y a des remarques à ce sujet-là? Voilà mes questions sur le compte 2019. Merci. Merci. Peut-être entendre Laszlo. Et il y avait d'autres demandes de parole? Cécile, ok. Laszlo, puis Cécile, puis on répondra à l'ensemble des questions. Ça va, M. Chapelle? Oui. Ça me va très bien. Donc, je remercie évidemment le comptable pour le mois spécial que nous avons. En fait, j'ai juste bêtement 2 questions, mais en fait, juste pour tout vous dire, j'ai eu un petit problème de son au début. Donc, si jamais une des 2 questions a déjà été répondue, évidemment, je regarderai alors la vidéo par la suite et je vais pas vous faire prendre plus de temps là-dessus. Non, c'est juste 2 petites questions par rapport à ce qui est mis au début. Donc, en fait, je vois que le prélèvement sur la phrase qui dit le prélèvement sur les fonds de réserve prévus n'a pas été réalisé suite à de mauvaises comptabilisations de cette opération au budget 2019 initial. Ça m'a intrigué un petit peu. J'aurais bien aimé savoir, tiens, c'est quoi le souci qu'il y a eu, qu'est-ce qui fait ce genre de choses, parce que ça a l'air d'être des écarts quand même plutôt importants, donc question peut-être plus techniques. Et alors, on a eu plusieurs fois des discussions sur des questions d'embauche, donc forcément, quand on voit la part du personnel que représente le budget, 4,41% du budget personnel non utilisé, c'est quand même pas rien. Et donc là aussi, j'aurais bien aimé un petit peu avoir une explication parce que voilà, je sais qu'il y a des embauches qui ne se font pas pour des problèmes de compétences, pour des problèmes de concours, pour des problèmes de gens qui préfèrent aller ailleurs, etc. Mais du coup, je voulais un petit peu avoir une estimation dans ces 4,41%, voilà, la part de chacun, les causes de ce résultat. Merci Laszlo. Je cède la parole à Cécile alors. Oui, moi, c'est juste une petite demande de précision aussi concernant les dépenses de fonctionnement. Donc, on dit qu'elles sont en augmentation parce qu'il y a un grand nombre de détachés IN et j'aurais voulu savoir pourquoi il y avait eu un grand nombre de détachés IN plus que prévu. Est-ce que c'est une question organisationnelle ou voilà, voir un peu la cause. On ne t'entend pas, Muriel. Merci Cécile. Je demandais s'il y avait d'autres demandes de parole, mais je viens de regarder les 2 pages, je ne pense pas. Donc, je propose au comptable spécial de répondre sur toutes les questions techniques, puis alors je tenterai de répondre aux petites questions politiques, à part le courrier de la tutelle, que là, ce n'est pas politique, mais c'est technique aussi. Oui, ok, merci. Donc, au niveau des bonis et des malis, que ce soit l'ordinaire ou à l'extraordinaire, il y a une petite particularité en matière budgétaire. Donc, vous retrouvez dans les modifications budgétaires toujours le résultat budgétaire précédent qui est reporté. Or, au moment du compte, c'est le résultat comptable qui est reporté, qui est différent, puisque le résultat comptable, c'est les droits constatés moins les imputations, tandis que le résultat budgétaire, c'est les droits constatés moins les engagements. C'est pour ça que vous avez cet écart-ci qui se reporte ici au niveau du Mali, mais c'est la même chose au niveau de l'ordinaire. Il y a toujours des écarts entre ce qui est prévu budgétairement et puis au moment du compte, c'est le résultat comptable, puisque simplement, par exemple, votre résultat à l'ordinaire, votre résultat comptable, si vous avez un boni qui a un certain montant, en fait, le résultat comptable est plus important, mais en même temps, vous avez des engagements en dépenses qui apparaissent au niveau du compte en crédit reporté. C'est simplement technique. C'est une écriture purement technique, il n'y a rien qui change. Au niveau des non-dépenses d'investissement, au niveau
matériel, ça, il faudra que je revoie au niveau de la liste qui avait été prévue au budget initial pour faire la différence, mais ça, je peux peut-être vous revenir par après pour regarder et comparer la liste entre ce qui était prévu et ce qu'on a réalisé pour vous dire exactement ce qui n'a pas été fait dans divers matériels. Alors, la question de savoir au niveau de dotation des communes, il y a toujours le fameux litige que nous avons avec la commune de Pépinster où nous inscrivons en droit constaté les montants qui sont dus à la zone de police. Ils ne sont pas tous perçus entièrement, mais ça, on attend la fin du litige en cours qui est au Conseil d'État pour pouvoir statuer pour la suite pour la perception des montants qui manquent. Le fameux prélèvement du fonds de réserve, effectivement, nous avions prévu un prélèvement du fonds de réserve. Or, les montants étaient en provision. Alors, pour nous, c'est la même chose, mais comptablement, ce n'est pas la même chose. Donc, il y avait une erreur au niveau de l'article budgétaire qui a fait que je n'ai pas pu passer l'opération à la clôture. Il n'y a rien de mal fait. Les montants sont toujours là. On est toujours au niveau des provisions, au niveau de la zone de police. Les dépenses de fonctionnement en augmentation, ça, au niveau des détachés IN, peut-être laisser le chef de corps expliquer parfois les problématiques pour recrutement et que parfois, un détaché IN, c'est au niveau des mouvements internes au niveau des polices. Hein. Donc, au lieu d'avoir un recrutement extérieur, nous avons un détaché IN à la place. Ça peut être expliqué. Mais même Claude. Oui, pardon. Au niveau des recrutements, effectivement, je confirme que des recrutements n'ont pas pu avoir lieu tout simplement parce que il n'y a pas eu de candidat à certains emplois que nous avons ouverts. Rappelez-vous les inspecteurs principaux, notamment, et ça, ce sont des montants assez conséquents. Hein. Il faut savoir qu'un principal, c'est 80 000 € annuels. Donc, forcément, ces montants n'ont pas été dépensés. Au niveau des détachés IN, nous sommes restés constants, j'imagine, de mémoire. Nous n'avons pas augmenté notre nombre de collègues en détachement IN. Nous sommes restés par rapport aux normes qui nous avaient été fixées par le collège, et de mémoire, c'est 2 ou 3 détachés IN. Je n'en ai pas plus. Par contre, on peut retrouver quand même un delta au niveau de rémunérations non payées, tout simplement lorsque nous avons des personnes qui partent en interruption de carrière. Ces personnes ne sont plus payées. Et ça, nous en avons eu en 2019. Ils ont simplement fait un choix. Ils ont voulu se lancer dans une autre activité et donc ont stoppé leur activité au niveau de la zone. Donc, j'imagine, donc de mémoire, un va revenir en 2020, fin 2020. Voilà. Merci. Alors, concernant le conseiller en communication, je voudrais rassurer M. Lajagi. Le collège n'a pas du tout oublié le fait qu'un conseiller en communication est important pour la zone, d'autant plus que ça mettrait en avant effectivement la politique que nous menons à la zone. Donc, nous ne demanderions pas mieux que d'avoir un conseiller en communication, même si, effectivement, dans une zone de police, la marge politique est faible. C'est surtout une marge opérationnelle et une marge en termes de personnel, comme vous le voyez, à travers le budget. Donc, c'est surtout pour informer la population des risques, la population de certaines opérations qui vont se faire, de prévention et autres. Donc, tout ça se fait quand même encore. Nous avons quand même toujours le Facebook de la zone qui fonctionne et nous avons quand même un travail qui est fait. Alors, on aimerait bien avoir un conseiller en com, mais nous analyserons la question en collège quand on aura, ici c'est le compte, quand on aura de nouvelles projections budgétaires, parce que comme vous le savez, on avait renoncé notamment au fait d'engager un conseiller en com, notamment aux différentes crises qu'on a vécues en 2019, des crises de sécurité pour nos policiers, qui avaient augmenté considérablement quand même les acquisitions de matériel de protection, de voitures blindées, des portes blindées, enfin toute une série de choses de dépenses qu'on a dû faire par rapport aux cas de policiers qui ont été tués dans d'autres zones et qui ont été blessés dans notre zone gravement. Donc, on attend de voir les perspectives budgétaires et d'avoir une vision claire parce que les économies qu'on a peut-être fait au compte parce qu'on n'a pas eu les engagements qu'on souhaitait sont des engagements qui sont toujours plus essentiels que d'avoir un conseiller en com. Hein, il est important d'avoir des cadres moyens, des cadres, certaines fonctions dans la zone au niveau de la sécurité des citoyens. Et donc, on doit d'abord faire le point de ces engagements en 2020. En plus, vous savez qu'en 2020, avec ce que nous venons de vivre, il y a énormément de travail qui s'effectue aussi au niveau de la zone. Et donc, on doit avoir des perspectives budgétaires avant de décider si on pourra remettre alors au budget un conseiller en com. Et c'est à discuter évidemment au collège
et pas donner une réponse directe en conseil de police. La cité administrative, c'est plus d'actualité actuellement que la zone de police vient dans la cité administrative. Et nous menons une réflexion à la ville de Verviers pour voir comment nous continuons sur ce dossier. Et le courrier de la tutelle, alors Monsieur Chapelle, vous en avez parlé? Je ne me souviens pas. Je n'en ai pas parlé, mais ça, je n'ai pas de souci avec ça. Quoi, le communiquer. Oui. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui a été dit? Oui, Achip. Merci Madame la Présidente. Je voudrais porter à la connaissance des conseillers de police que le boni 2018 était précisément de 748 913 €. Et donc, dès l'instant où on avait un boni l'année passée qui était relativement important et pour lequel on sait qu'on avait des défis, notamment sur le 13e mois, se retrouver cette année avec un boni de plus de 700 000 € montre très clairement que le boni de cette année n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose en tout cas qui s'est reproduit par rapport à la situation de l'année passée. Je reste convaincu qu'un conseiller en communication, et a fortiori dans les périodes de crise que vous avez mentionnées, reste une priorité. Et si vous nous dites qu'il y a d'autres emplois qui sont nécessaires, ben donc on souhaiterait avoir un tableau qui permet de dire quels sont les emplois que vous estimez nécessaires, à combien les évaluez-vous et dans quelle mesure un conseiller en communication, ne serait-ce qu'à mi-temps, ne pourrait pas aujourd'hui travailler à la zone. Personnellement, c'est littéralement incompréhensible qu'un conseiller en communication ne soit pas engagé à la zone de police aujourd'hui. Et je pense que vous ne nous donnez pas les bonnes raisons, ou en tout cas des raisons qui nous permettent de comprendre vos choix. Donc, on continuera à vous interpeller sur ce sujet. Ça, c'est pour le premier point. Sur le deuxième point, oui, juste pour le conseiller en communication, au-delà du fait de rédiger des communiqués de presse, il y a aussi toute la gestion des réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus de l'importance. Et donc, si ce n'est pas ce conseiller qui le fait, le travail est reporté sur la secrétaire de zone ou sur un autre employé de la zone de police. Et je trouve que voilà, c'est surchargé d'une certaine façon du personnel qui aujourd'hui a déjà des missions à remplir. Et alors l'autre question sur la cité administrative. Donc à ce jour, vous ne vous engagez pas sur le fait que la cité administrative prendra en compte une maison de police de la zone, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris pour la cité administrative. Pour le conseiller comme deux choses. Je vous remercie pour vos sollicitudes. Nous sommes très touchés de savoir que vous estimez que c'est important. Ce qui nous fait un peu sourire, c'est que vous pensez que ce n'est pas important pour nous. Franchement, ça nous fait sourire. Et deuxième chose qui me fait moins sourire, et je pense que ça ne fait pas sourire l'ensemble des conseillers de police, vous n'avez pas besoin de leur rappeler à combien s'élevait le compte 2018. Je pense qu'ils sont chacun grand assez pour se souvenir de cela. Et avoir un compte qui est en boni est une saine gestion, est une bonne provision, et c'est quelque chose d'important. Avoir 5, 6, 700 000 € de boni au compte permet, comme vous le dites, de réinjecter au budget de l'année suivante. Mais c'est important parce que toute chose peut arriver. La crise Covid est arrivée cette année, personne ne pouvait l'anticiper l'année passée. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle va nous coûter. Donc, il est de saine gestion, et je ne sais pas, je suppose que mes collègues partagent ce que je vais dire, il est de saine gestion d'attendre le résultat de la crise Covid, d'attendre nos perspectives budgétaires, les engagements qu'on pourrait éventuellement encore faire en termes de personnel dont nous avons besoin, avant d'envisager un conseiller en com, qui c'est vrai, ce serait mieux pour tout le monde. Et comme on l'a dit dans d'autres institutions qui dépendent de la ville, un conseiller en com, c'est important, mais c'est d'abord les missions essentielles, que ce soit de la ville ou de la police ou d'autres institutions, qui doivent être menées avant de communiquer dessus. Surtout que la communication se fait. Laszlo. Oui, de façon générale, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas complètement partager cet avis exprimé sur les bonis, parce que je trouve que d'abord, il y a boni et bonus, c'est quand même assez important quand on voit les besoins. Mais en l'occurrence, c'était juste pour un peu schématiser, pour être sûr d'avoir compris la réponse que j'ai eue à ma question sur le personnel. Parce qu'évidemment, si ce boni vient aussi de problèmes au niveau du personnel, je peux évidemment tout à fait le comprendre. Mais donc, moi, si je comprends bien, les 4,41% qu'on n'a pas dépensés dans le personnel reflètent en fait les sous-effectifs de la zone pour le moment. C'est juste de le dire comme ça. Enfin,
toute proportion gardée, Claude? etc., ils viennent de ce type de problème-là. Attendez, parce que je remets mon micro. Non, nous ne sommes pas en sous-effectif. Comme je vous l'avais dit, au niveau du tableau organique, notre tableau organique au niveau inspecteur est complet. Au niveau cadre moyen, nous avons un sous-effectif. Enfin, un sous-effectif, nous sommes dans le seuil minimum. Et nous envisageons pour 2021, si les moyens existent, d'augmenter le nombre d'inspecteurs principaux. Au niveau officier, rappelez-vous, on est largement dans la norme. On est, je pense, de mémoire à 9 unités. Et dans les autres cadres, je veux dire cadres employés, mis à part un emploi niveau A qui n'est pas honoré, un emploi niveau B, le consultant en communication qui n'est pas honoré, tout le reste, nous avons. Maintenant, comme je vous l'avais dit, rappelez-vous, lorsque j'ai présenté le dossier commissaire divisionnaire, nous avons un delta avec des équivalents temps plein qui ne sont pas qui sont déficitaires parce que nous avons des 4/5e, des mi-temps, des personnes absentes de longue durée, et donc nous avons nous avons 33 équivalents temps plein en moins par rapport à ce que nous devrions avoir pour fonctionner. Mais nous avons les gens, simplement ils ne sont pas disponibles et pas opérationnels, mais les gens sont là. Donc de dire que nous avons un déficit opérationnel, déficit de personnes, non. Déficit opérationnel, oui, parce que les personnes sont moins engagées pour toute une série de raisons, principalement médicales. Je voulais peut-être revenir, je ne sais pas si c'était vous ou M. Alajagi qui avait parlé des besoins non honorés. Nous avions une différence, nous avons 85% des besoins extraordinaires qui ont été honorés et donc pas 100%. Donc il faut savoir que nous avons renoncé à l'acquisition des vélos électriques, rappelez-vous. Ce n'est pas un souhait de notre zone, mais ça a été discuté et très controversé au niveau du CCB, donc du comité de concertation de base, parce qu'il fallait des analyses de risque par rapport aux personnes qui disposaient des vélos, il fallait un équipement qui était beaucoup plus important que ce que nous avions au départ, il fallait faire des profils de fonction c'est assez compliqué de les mettre en place. Donc nous avons, moi je dirais pas totalement renoncé, mais en tout cas renoncé temporairement, et donc pas acquis les vélos. Ça fait déjà quelques milliers d'euros. Nous n'avons pas non plus acquis une moto, tout simplement parce que j'ai un problème, et là vous disiez problème de personnel, oui, j'ai un motard en moins que ce qui est prévu, et donc j'ai 4 motards prévus, j'en ai 3 réellement, et dans les 3, j'en ai un qui était en congé maladie, donc je n'ai pas remplacé la moto, puisqu'il était quand même, j'avais 3 motos pour 2 motards présents. Donc, j'ai laissé la moto la plus âgée sur place et nous prévoyons de la remplacer cette année-ci encore. Mais en 2019, nous n'avons pas acheté. Et nous avons également postposé les acquisitions de radios puisqu'on doit renouveler notre parc radio. Donc, on l'avait prévu en 2019 et puis 2020. Donc, à ce moment-ci, je ne l'ai pas encore remplacé, tout simplement parce que les radios que nous avons peuvent encore être adaptées et tenir encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme c'est un budget assez conséquent, je le pose le plus tard possible, mais pas forcément en 2020. Idem pour les gilets pare-balles. Nous avions souhaité remplacer nos hausses de gilets pare-balles, mais les normes changent pour l'instant, et donc j'attends que les normes soient figées au niveau de la commission permanente de la police locale pour procéder à l'acquisition et pas acheter un gilet pare-balles qui, dans 1 an, 2 ans, ne sera pas obsolète puisque de toute façon c'est programmé sur un certain nombre d'années, mais dont les normes ne seront plus forcément à jour. Donc on a attendu avant d'acheter pas mal de choses, et donc ce qui fait que notre extraordinaire n'a pas été totalement vidé. Pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui, oui, oui. Merci, Laszlo. Oui, voilà, je sais que ce n'était pas très traditionnel de leur poser des questions dans la réplique, c'était par souci de compréhension, donc merci de m'avoir autorisé, et merci pour la réponse qui est effectivement, voilà, effectivement plus claire. Je voulais juste dire sur la question de la communication, bon, je sais bien, on est à huis clos, ce n'est pas le moment spécialement de faire des grandes déclarations, que je maintiens que de toute manière, pour nous, le plus urgent, je suis assez d'accord avec la ligne de dire que d'abord il faut faire et puis après on communique. Et dans mon sens, pour moi, la meilleure communication, encore en zone de police, c'est celle qu'on fait par les agents de quartier, et ça reste notre priorité à ce niveau-là de développer ce niveau aujourd'hui. Vous avez raison. Merci, je partage tout à fait. Donc, on peut passer au vote. Agib. Juste C'est pas parce remercier qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'il faut reprendre la parole. Mais j'allais juste remercier le chef de corps pour les explications claires, et donc je comprends que des reports On n'a ont dû pas avoir besoin. lieu pour le matériel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On peut passer au vote alors.
On va faire dans le sens qui est contre. De mon côté. Tu es tout seul ou bien il y a quelqu'un d'autre? Tu es tout seul? Chez moi, je suis tout seul. Je ne sais pas. Oui, d'accord. Non, mais voilà. Qui s'abstient? Et tout le monde vote le contre alors? Tous les autres? Ok, donc unanimité moins une abstention. Non, moins un contre, si je puis me permettre. Moins un contre, pardon, oui, excuse-moi. Alors, pour le point suivant, vous avez la liste des engagements et crédits budgétaires que nous reportons de 2019 à 2020 dans le dossier. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est pour information. D'accord? OK. Ensuite, vous avez la caisse au 31 décembre 2019. Je suppose que ça n'apporte pas non plus de débat. Non, parfait. Alors, le point suivant, c'est un point que le chef de corps nous a demandé en collège de police et que nous devons amener ici en conseil de police. Donc, la loi organisant un service de police intégré permet, mais on ne le fait pas, de déléguer au collège des dépenses relevant du budget extraordinaire. Donc, dans notre zone, on ne le fait pas. Tout passe en conseil pour les dépenses extraordinaires. Par contre, pour les dépenses à l'ordinaire, là, vous nous avez déjà donné une délégation pour une limite de 25 000 € hors TVA. Et ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est d'étendre cette délégation au chef de corps pour 10 000 € hors TVA. Donc, nous, le collège, on a déjà accepté, mais ça doit passer en conseil. Oui, Laszlo? Rapidement, hein, parce que je voudrais que le chef de corps prenne bien que ça n'a rien de personnel, cette question. Nous sommes déjà opposés à ce genre de pratique aussi au niveau du conseil communal. Pour nous, l'assemblée la plus démocratique, là où il y a un représenté élu, ça reste le conseil. Et donc, dans ce sens, même si effectivement il y a parfois une efficacité plus grande à le faire ou une facilité plus importante à le faire, ce que je comprends, pour nous, la question démocratique passe d'abord, et c'est pour ça que nous sommes opposés à ce point. Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment pour des raisons de gestion quotidienne. Jamais oublier que tout ça, après, est revalidé. Hein. Ouais. Donc, le chef de corps ne signe pas la dépense, puis après, plus personne ne la voit. Il la décide juste, lui, il a autorité pour la décider jusqu'à 10 000 €. Et puis après, de toute façon, les mandats sont validés par le comptable spécial, par la bourgmestre. Et puis après, tout ça repasse dans le compte, etc. Donc, tous les pouvoirs démocratiques sont bien organisés. C'est pour une question de facilité, hein. C'est simplement une question de facilité. Et on a vécu ici, je vous ai dit, c'est une question un peu exceptionnelle, situation exceptionnelle de la crise Covid. On a dû faire des achats assez importants. Et vous savez, 2 500 € à l'heure actuelle, c'est plus grand-chose en fait. Il faut savoir que cette délégation date d'il y a déjà beaucoup de temps. C'était la délégation actuelle à 2 500. Oui, mais c'est très peu hein, maintenant en 2020. Avec 2 500 €, ça n'avait quasi plus rien acheté. Et bêtement, les masques, nous étions largement au-dessus des 2 000 € lorsqu'on devait les acheter. Et nous avons, avant la crise Covid notamment, j'ai dû faire une commande pour renouveler notre stock de petits trucs de représentation lorsqu'on va dans les écoles de police, faire une présentation police. Eh bien, rien que les petites choses qu'on remet aux élèves, sur la commande, c'est une commande de 4 000 et des € ou 5 000 €. On est très vite au-delà des 2 500. C'est pour cette raison que j'avais demandé de pouvoir m'accorder un peu plus de latitude dans les commandes et dans la gestion quotidienne, tout en étant certain, et je comprends très bien, hein, M. Laszlo, mais tout en étant certain qu'après, de toute façon, chaque euro que je dépenserai potentiellement est 1000 fois contrôlé. Hein. Chef de corps, on peut passer au point suivant. On a… Madame la Présidente. Ah oui, bah oui, j'aurais dû noter. Agib. Voilà. Mais donc, nous, on souhaiterait pouvoir faciliter le travail du chef de corps et donc j'entends bien la demande, on l'avait accepté en début de mandat. Maintenant, je pense que le contrôle démocratique, c'est permettre aussi aux partis de l'opposition de pouvoir prendre connaissance de ces décisions. On est quand même sur des marchés publics qui sont réalisés sur plusieurs mois, j'imagine, et donc je pense qu'on peut les mettre à l'ordre du jour du conseil de police. Nous n'avons jamais refusé une dépense que je sache depuis le début de cette mandature pour permettre au personnel de bien fonctionner. Et je pense que même pour l'information, enfin notre information à nous, pouvoir savoir ce qui est acheté,
est, entre guillemets, utile et nécessaire. Donc, je souhaiterais aussi que ça puisse être maintenu au sein du conseil de police. Je vous remercie. Je voudrais vous rassurer, un collège, c'est aussi très démocratique, hein. Oui, C'est mais dans un organisé collège, par il n'y a la pas les loi et c'est une institution qui est démocratique, tout comme un conseil. Oui. Donc, Encore plus Je vous rappelle, Madame la Présidente, que nous n'avons pas accès au dossier collège. Et donc, il y a oui, quand je même sais, mais un collège, nous vous parlez que la démocratie est garantie quand ça passe au conseil. Je voudrais vous dire aussi que quand la loi dit que des choses ne doivent passer qu'au collège, le collège est aussi démocratique. Oui, ok. Nous respectons la loi, la Constitution, nous jurons, nous faisons tout ce qu'il faut pour être démocratique. Donc, ce n'est pas parce que ça passe chez nous que ce n'est pas démocratique. C'est pour l'anecdote, mais je tenais à le préciser parce que c'est tellement répété souvent que… Et donc, pour nous, ce sera une abstention. Pardon, je n'ai pas mis mon pion. Cette délégation de 10 000 € au lieu de 2 500 pour le chef de corps. Abstention d'Écolo Verviers. Écolo toutes les communes. Oui. Et pas d'autres abstentions? À vote contre? Oui. Non. Oui, contre. Et donc, oui. Si vous pouviez juste résumer, je n'ai pas compris au niveau des Il y a résultats. une abstention d'écolo, un vote contre de la Brot, et puis le reste, c'est vote positif. Parfait, merci. Alors, nous passons au point 7 qui est la mobilité 2020 numéro 1 pour les inspecteurs principaux. On clôture cette mobilité parce qu'aucun candidat n'a postulé. Ça reste un problème, mais voilà. Oui, monsieur Schoenbrot, oui. Je n'interviendrai pas tout le temps et après, je ferai un grand paquet complet pour féliciter toutes les avancées de PC, etc. parce que je pense qu'on en a vraiment besoin et je suis vraiment très réjoui de voir tous ces points après à l'ordre du jour. Non, non, c'est juste que, en fait, bon, on vient d'en parler, mais moi, je voudrais juste savoir si est-ce qu'on va trouver une solution un jour pour ces problèmes-là. Est-ce qu'on va chaque fois constater ça? Est-ce qu'il y a un peu des perspectives à un moment donné? Oui. Au collège, on analyse les situations, on a des rapports complets et on tente de trouver des solutions. Mais c'est l'attractivité de la zone. Enfin, le chef de corps peut en parler. C'est aussi le problème de la police fédérale qui recrute les jeunes quand ils sortent. Je ne sais pas s'il y en a moins, ça, le chef de corps va confirmer, qui font l'école de police, mais en tout cas, ils sont tous recrutés. La police fédérale a une priorité pour recruter, donc ils sont quasiment tous recrutés et il ne reste quasi pas de candidats disponibles quand on en a besoin, mais je laisse le chef de corps compléter. En fait, c'est le problème que toutes les zones constatent, hein, et c'est un problème qui a été rapporté à la CPPL pour le ramener au niveau police fédérale. Effectivement, l'école forme des inspecteurs principaux, en parenthèse, vous les financez, hein, puisque les gens qui partent en formation inspecteurs principaux ou principales sont payés par vous, et on essaye de les récupérer après. Lorsque nous avons la garantie d'ouvrir des emplois, mais ce n'est pas toujours le cas, hein, et qu'on a des personnes que l'on souhaite absolument récupérer parce que c'était des bons éléments chez nous, on leur propose évidemment. C'est arrivé, rappelez-vous, il y a plus ou moins 2 ans déjà maintenant, hein, ça va vite, on avait ouvert 4 places pour inspecteur principal et nous en avons reçu 3. C'était Kevin Mossou, Caroline Gers et M. Radermacher qui étaient revenus chez nous tout en venant de notre zone. Donc ça, c'est un cas à bingo. Cette année-ci, nous avons 3 ou 4 candidats inspecteurs principaux qui se trouvent chez nous et qui vont peut-être partir en formation s'ils réussissent les dernières épreuves. On essaiera également de les récupérer après. Maintenant, c'est un choix individuel. Les personnes peuvent dire à l'issue de la formation, je souhaite aller dans une telle unité ou telle zone de police. Donc ça nous échappe, c'est un choix. Maintenant, la police fédérale est très présente au niveau des écoles et donc eux ont un besoin énorme en inspecteur principal et en officier. Ce qui fait que dès qu'ils sortent de l'école, s'ils ne sont pas repris dans une mobilité ou s'ils ne concourent pas dans une mobilité, ils sont d'office repris par le fédéral, détachés, pas nommés, détachés, mais là on leur offre une nomination disant mais plutôt que de perdre ton temps, une durée de temps, c'est-à-dire que lorsqu'ils quittent l'école de police, leur ancienneté d'inspecteur principal ne court pas, elle ne court que lorsqu'ils sont nommés. Alors plutôt que de rester détachés avec une ancienneté qui ne court pas, viens chez nous, on te nomme et ton ancienneté court. Et ils sont bloqués à la police fédérale alors pour 1 an.
Mais c'est effectivement un problème qui est constaté par tout le monde. On essaye la seule solution, c'est d'intégrer plus d'inspecteurs dans les formations d'inspecteurs principaux, de manière à avoir plus de lauréats et alors une plus grande disponibilité. Je vous l'avais déjà dit, pour la province, cette année-ci, vont sortir 27 inspecteurs principaux. Il y a plus de 90 emplois disponibles sur la province de Liège. Donc vous voyez, et vous verrez également que la police fédérale va directement plonger dessus pour des emplois à la DAB, la DAP, ce genre de choses. Voilà. On peut voter sur ce point? Enfin, on n'a pas voté, pardon. Vous êtes d'accord sur ce point? On peut passer au point suivant? Oui, OK. Le point suivant, c'est une information que l'on vous donne parce que nous avons dû décider en collège pendant la période de confinement et la loi sur la police intégrée nous le permet. C'est l'acquisition d'ordinateurs. Et donc, les ordinateurs, le marché a été lancé. Les ordinateurs, je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais en tout cas, le marché a été lancé. Et donc, c'est une information ici que l'on vous donne. OK. Pas de questions? Une question, Madame la Présidente. Oui. Est-ce que les PC qui vont être remplacés, est-ce qu'on pourrait en faire un usage, je pense notamment au CRVI, qui les récupère pour les mettre à disposition d'étudiants? Je sais qu'il y avait une pénurie à ce niveau-là, sauf si on me dit qu'il y a des besoins qui doivent être remplis à la zone de police. Claude, on les remplace ou c'est des PC en plus? Écoute, sincèrement, ici, c'est un plan de remplacement. Donc, c'est dans le plan de remplacement quinquennal. Donc, on remplace nos PC par de nouveaux. Et je ne saurais pas te dire ce qu'ont fait des anciens. Théoriquement, ils sont déclassés, hein, mais je peux me renseigner. Vous aurez la piste alors. Oui. On verra ce qu'on fait avec les déclassés, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Le point 9, c'est la même chose, donc la même possibilité qu'on avait et qu'on a dû prendre pour faire l'acquisition de masques FFP2 pour nos policiers. Si j'ai bonne mémoire, on en a acheté 6 000, c'est ça, Claude? Oui, c'est ça. Ah oui, pardon. Oui. A quand même eu un coût de presque 34 000 €, quelque chose comme ça. 36 200. C'était la plus grosse commande. Ouais. Alors ensuite, c'est la même chose pour l'acquisition de serveurs informatiques, puisqu'on avait une augmentation de PC virtualisés. Tout à fait. Ensuite Pardon. Augmentation aussi de serveurs informatiques due à l'augmentation du stockage et de mise en place d'un serveur de fichiers. C'est pareil, c'est pour information, puisque nous avons pris cette décision-là en place du conseil par le collège. Voilà, pas de questions sur tout ça, non? On peut passer alors au point 12, qui est le mode de passation de marché pour l'acquisition de mobilier. Il y a des questions? Oui, Madame la Présidente. Jean-François, oui, vas-y. Oui, merci. En lisant le dossier, je vois qu'en ouvrant le marché, on sollicite Oka et Alvan à Charleroi. On ne saurait pas faire appel à des entreprises régionales, voire locales. Je pense par exemple à Bureau Vallée, vu que c'est pour commander des sièges bureaux, des armoires. On ne pourrait pas peut-être se renseigner au niveau régional, voire au niveau local. Ici, la seule à qui on demande, c'est à Charleroi. Claude, il y a une raison pour laquelle on n'a pas consulté dans la région? Non, non. Je vois même qu'au départ, on partait par le marché public for CMS. Donc, c'est un marché qui est déjà… Je remarque parce qu'on le signale souvent au collège, mais là, ça nous a échappé. Oui, pour le reste, vous voyez, par exemple, en matériel informatique, on passe par des sociétés verviétoises. Donc, généralement, le collège assiste effectivement, je vous l'avais déjà dit ça, pour qu'on… On assiste tout le temps même, hein, oui. Ouais. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça nous a échappé. Ça, je ne sais pas non plus. Ah. Parce que le marché public est quand même… Non, mais est-ce qu'on ne choisit pas, pardon, de passer par le marché… Oui, public, marché public cadre. Oui, oui. Cadre, donc, du coup, ce n'est pas nous qui choisissons, en fait, c'est ça? Mais en fait, non. Catherine. En fait, on ne passe pas pour tout via le marché cadre, parce qu'il y a certaines choses qui sont moins chères en passant par d'autres… marchés. Voilà. C'est repris d'ailleurs dans le dossier. Hein. On passe par le marché cadre pour toute une série de choses et après comparaison d'offres de prix, on a constaté que d'autres fournisseurs privés étaient plus… moins chers. Voilà. À Charleroi.
Ok, merci pour la réponse. D'accord, merci. Ensuite, nous passons à l'acquisition, les modes de marché pour l'acquisition d'un véhicule SIC pour le bureau mobile. Et là, nous prenons, attendez, je prends le point. Donc, il s'agit d'une VW Combi équipée d'un bureau mobile via le marché fédéral et d'un contrat d'entretien et de réparation d'une durée de 9 ans. Ça va? OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, l'achat d'une remorque avec radar préventif, c'est aussi le mode de passation de marché. Et là, nous passons par un marché pour de simple facture constatée. Nous consultons 3 firmes, une à Louvain-la-Neuve, une à Ternat et une à Fernelmont. Ce sont des firmes spécialisées. Ce sont des firmes spécialisées pour les radars, oui, parce qu'il n'y en a pas dans notre région. Nous sommes au point 15, détermination du mode de marché pour l'acquisition, enfin plutôt pour la modernisation des caméras de vidéosurveillance sur notre territoire. Et donc là, nous proposons un marché en procédure négociée. Oui, Laszlo? Je me suis déjà exprimé, je pense, à 2 reprises sur ce sujet, donc je ne vais pas refaire l'intervention. Oui, c'est vrai. On se pose. On peut reprendre la même intervention. Exactement, je vous invite au copier-coller. Agib, la même intervention aussi que d'habitude? Ben, je rajouterais juste que le chef de corps avait fait une présentation qu'il était prêt à nous présenter. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait jusqu'à ce jour. Et donc, nous, on souhaiterait avoir une vue globale sur la politique de vidéosurveillance et sur son impact. Et donc, sur ce point-là, d'ici là, on s'abstiendra. D'accord. Ça avait déjà été fait dans les mandatures précédentes, je pense, mais donc on va le refaire, bien sûr. Alors, le point 16 concerne la passation de marché pour l'acquisition d'armes, ce qui est normal dans une police. Et là, c'est par la location achat matériel. Et donc, c'est, je suppose, sur simple facture aussi, auprès d'une société spécialisée. OK. À WAF ou à Binche ou bien à ACES. Oui, Laszlo, tu fais contre les armes? Non. De façon générale, on ne va peut-être pas ouvrir ce débat-là tout de suite maintenant, mais non, je préfère pas, non. Il a été inspiré par Jean-François tout à l'heure, je pense, sur la consommation locale. Bête question, mais je pense que ces armes ne sont pas produites à l'AFN, mais qu'à l'AFN, il y a des armes qui sont comparables. Il y a des réflexions là-dessus ou c'est standardisé? Bon, alors en fait, les armes… Locales et publiques, double avantage. Double avantage. Vous avez raison, et les armes sont produites en fait en Autriche, de mémoire, c'est Heckler & Koch. Et les armes produites à la FN avaient un inconvénient, c'était en fait, on parle du SCAR en fait, accessible via le marché public, avait l'inconvénient d'être un peu plus cher. Donc on passe à peu près à 5 000 € pièce pour l'arme, d'avoir un tout autre calibre, on passe au calibre de guerre, donc c'est un avantage et un inconvénient. Avantage lorsqu'on l'utilise par rapport à des véhicules, rappelez-vous ce qui s'est passé quand même il y a 2 ans. Inconvénient, c'est le coût à l'entraînement. À l'utilisation, les armes longues, c'est pas mal quand même. On ne les utilise jamais. On les montre, mais depuis la création de la zone, on n'a pas tiré une seule fois avec une arme longue, ce qui est très bien. Maintenant, il faut s'entraîner avec et le coût est multiplié par 5 ou 6. Donc, on a pris une arme très moderne, très pratique, légère, ultra performante, qui est quand même dotée du point rouge. Donc, je vous l'ai amené pour ce que c'était quand vous visiez quelque chose. Et avec un calibre 9 mm qui est comparable à notre calibre qu'on utilise pour nos armes de poing. Donc, beaucoup moins cher, plus pratique, un seul calibre, et on a opté pour celle-ci. C'est aussi une arme que l'on retrouve dans d'autres services de police, notamment à la police fédérale, et qui est compatible donc, entre nous. Voilà, donc on aurait pu, hein, mais c'est pareil, alors si je reviens là-dessus, sur les revolvers, les pistolets, pardon. Nous avons des pistolets marché public Smith & Wesson, or la FN produit également des pistolets, je ne sais plus le nom, le type exact, mais on n'avait pas opté pour ceux-là non plus, pour des raisons, à l'époque je n'étais pas là, mais pour des raisons de facilité, simplement.
Voilà, donc en fait, je n'ai pas eu d'autre chose au niveau des armes. Je ne sais pas si vous vouliez dire autre chose. Je meuble, hein. Oui, je remarque, mais moi je veux bien dire alors parce que je voulais juste. Non, non, merci, je sais bien que vous êtes intéressable sur ce genre de détails et donc non, c'était chouette d'avoir la précision, mais en fait, juste pour dire, je trouve ça complètement débile, mais j'imagine que c'est une question qu'il faudrait voir avec la police fédérale. Quand on a une fabrique nationale d'armes qui est publique, on ne s'arrange pas, ne serait-ce que pour la R&D, à un moment donné de dire on va avoir tel besoin, ce serait pas mal de le produire. Mais bon, voilà, je me doute bien qu'il y a zéro compétence à ce niveau-ci et nous, on ne s'oppose pas du tout à ce point à l'ordre du jour en tout cas. C'est Ouais, pertinent. je suis assez d'accord, je suis même très d'accord avec ce que vient de dire Laszlo. Et c'est vrai qu'on pourrait demander, avoir une analyse là-dessus, notamment même de l'ensemble de la police fédérale. On a une usine d'armes en Wallonie et il faudrait pouvoir voir si ces armes-là ne sont pas aussi efficaces et donc pouvoir s'orienter vers celles-là. C'est un débat qui peut être maintenu, qui peut être maintenu plus tard pour le renouvellement de nos pistolets, parce que les pistolets de la Smith de la FN ont été achetés par Herstal, forcément, la zone de police de Herstal et la zone de police de Liège, mais pas au-delà. Mais lorsqu'on remplace ça de Smith & Wesson, on pourra faire le point par rapport à ce que propose la FN. C'est un plus gros marché ici. On parlera de 250 armes à peu près. Si vous me permettez, Madame la Présidente, je voudrais juste dire que finalement, je regrette le huis clos, car ça fait quand même 2 fois que vous êtes d'accord avec moi et ça me fait bien plaisir. C'est peut-être parce qu'on est en huis clos. Je rigole parce que ça va être transmis sur le site, hein, donc tout le monde m'entendra. Je suis d'accord avec vous. Attention que ton collègue échevin des finances va te… Oui, bah, il ne va pas être content, non. Nous pouvons donc… Laszlo, tu votes quand même pour ce point? Tout le monde vote pour ce point ou bien… Tout à fait, on vote pour. Tout à fait? OK. Alors, il y a un point que je voudrais vous demander qu'on puisse ajouter. C'est dans le cadre des contrats, des engagements contractuels. On souhaiterait une délégation du conseil au collège parce que parfois, avec un conseil tous les 2 mois, comme on fait, et qu'il y a des départs de personnes qui partent elles-mêmes ou des licenciements pour faute grave, on se retrouve en difficulté de fonctionner sans pouvoir engager rapidement. Pour les contractuels, je dis bien. Peut-être que le chef de corps veut ajouter quelque chose par rapport à ça, mais donc ce n'est pas le collège qui est hyper demandeur de cela, c'est évidemment les services pour pouvoir travailler de manière plus efficace. Le collège, s'il manque une personne pendant 1 mois et demi, nous ne sommes pas embêtés, hein. C'est le chef de corps, la secrétaire et tout le personnel qui est embêté. Ça n'a rien de politique, c'est une demande que nous trouvons le collège normal, mais d'abord, on doit, avant qu'il y ait des débats, il faut accepter que ce point soit ajouté à l'ordre du jour. Et donc, pour ça, il faut les 2/3 des votes. Je suis désolé, j'ai bien conscience que mon vote n'est pas indispensable pour que l'urgence passe, mais j'ai rien contre, mais je n'ai pas bien compris sur quoi on allait voter. J'ai compris la justification. Donc, quand tu fais des engagements de contractuels, pas des nominations, des engagements de contractuels. Le but ici est de demander que le collège puisse avoir la délégation et que tout ne doive pas passer au conseil avant. On pourra venir au conseil après pour information, mais puisqu'on fait un conseil tous les 2 mois, il y a souvent des personnes qui partent d'elles-mêmes ou des licenciements pour faute grave ou autre. Et donc, on se retrouve en difficulté, enfin, les services se retrouvent en difficulté parce qu'on reste parfois entre le lancement de entre le moment où on peut lancer la procédure pour passer au conseil et puis le lancement de la procédure et l'engagement, on reste parfois plusieurs mois sans personne. On a eu le cas. Est-ce que d'abord, on peut voter sur… Juste, Madame la Présidente, rajouter un tout petit point, parce qu'en fait, Monsieur le chef de corps devait vous demander de limiter en fait ça pour les cas urgents. Ah, okay. Il va s'expliquer. Mais je ne sais pas si on doit s'expliquer avant. On s'explique avant. Oui, mais que les gens… Normalement, on doit accepter l'urgence puis on débat. Excusez-moi, mais pour que les gens comprennent. Est-ce qu'on peut déjà accepter l'urgence? Et puis après, oui, d'accord. Tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Donc, on a unanimité pour l'urgence. Maintenant, alors, on va demander au chef de corps d'expliquer les raisons de la demande. Donc, en fait, je parle ici effectivement pour le personnel contractuel, soit que nous engageons, soit à l'égard duquel nous devons réagir dans des cas marginaux,
hein. On n'a déjà pas beaucoup de personnel contractuel, rappelez-vous, nous sommes principalement sur une base statutaire, hein. Donc, nous avons quelques cas de contractuels. Nous avons ouvert, rappelez-vous encore, il n'y a pas très longtemps, un emploi d'employé C externe urgent. Donc, c'est une secrétaire qu'on amène ici au niveau du secrétariat zonal notamment. Eh bien, nous devons, dans cette procédure, pouvoir agir assez vite pour pouvoir l'amener. Or, résultat des courses, avec en plus une situation Covid, rappelez-vous, la dame, elle a été sélectionnée, elle n'est pas du tout chez nous et on doit passer par chez vous. Et ça prend du temps. Donc, c'est simplement pour pouvoir être plus rapide et plus fluide dans le mouvement lorsqu'on recrute un contractuel. Je vous dis, c'est dans les cas urgents. Si ce n'est pas un recrutement urgent, ça passera par vous. Pour le recrutement urgent, on maintient ce tempo urgent et donc on souhaite pouvoir allier, je veux dire, les gestes à la parole et donc pouvoir bénéficier de l'urgence via une action du collège sans passer par un conseil que l'on doit attendre. Ça, c'est pour le recrutement, je dis bien urgent. Et lorsque nous avons un personnel contractuel, je n'ai pas d'autorité disciplinaire sur lui. Je ne suis pas autorité disciplinaire, le collège non plus. En fait, la seule personne qui peut, en cas de problème, lorsqu'on doit envisager s'il y a un problème de vol, par exemple, et qu'il faut le licencier pour faute grave, il n'y a que le conseil qui peut prendre cette attitude-là à l'égard de la personne. Or, à partir du moment où moi je suis au courant, où j'ai un doute et que je vous en informe, vous, le conseil, vous avez 3 jours pour vous réunir, entendre la personne et prendre une position. C'est absolument impossible dans les faits. Donc, pour des cas exceptionnels, on reste toujours dans l'urgence ici, je propose à ce que cette action ne soit pas faite par le conseil, mais par le collège, qui peut plus facilement se réunir sur un délai très court pour juger d'une situation et évaluer si oui ou non il faut licencier une personne, le cas échéant. Je vous dis bien, on est dans des cas exceptionnels et c'est toujours une motivation d'urgence qui doit prévaloir, jamais pour le quotidien ou la norme. Pardon, si j'étais trop long. Merci. Laszlo. C'est juste, je voulais juste motiver mon vote pour ne pas paraître incohérent parce Bien qu'ici j'ai sûr. voté pour. Et c'est juste pour dire qu'effectivement, de façon générale, les délégations de pouvoir depuis le conseil vers un autre organe, nous sommes contre. Mais il faut savoir que pour les questions d'emploi, pour les volumes, réduire l'emploi, augmenter l'emploi, je trouve que ce sont des questions éminemment politiques qui ont leur place ici. Mais les nominations de personnel et les choix individuels, c'est déjà quelque chose que je trouve qui ne devrait pas être politisé. Donc, sur ce point-ci, ça ne nous pose aucun problème de faire cette délégation. Je te remercie. Et je trouve déjà qu'à la zone de police, le fait que c'est fait par le chef de corps et les agents et jamais par le politique, le jury, par rapport à toutes les autres institutions, où là, c'est obligatoirement le politique. Ça dépolitise déjà totalement. Nous, on doit juste effectivement approuver, mais en général, je ne me souviens pas qu'on soit souvent allé contre l'avis du jury. Nous passons en huis clos, si je ne m'abuse. Je peux peut-être poser ma question, Madame la Présidente, avant le huis clos? Oui. Mais pour le vote ici, tout le monde est d'accord? Ou la question est en lien. Oui, pardon. Excusez-moi, hein, pardon. Oui, Merci. excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas demandé confirmation. Désolée. Oui, Neza, je t'en prie. Merci. Chers collègues, une récente étude menée en interne au sein de la police fédérale et dans 12 zones de police locale à propos du bien-être au travail nous apprend qu'un policier sur 3 déclare avoir été harcelé moralement sur son lieu de travail, qu'une policière sur 4 dit avoir été victime de harcèlement sexuel et qu'un policier sur 5 estime que la vie n'a plus grand intérêt. Si ce constat est extrêmement interpellant, s'ajoute à la détresse de bon nombre de ces agents, dont la majorité sont des femmes, la peur de passer pour un traître ou de subir des représailles en cas de dénonciation auprès de la hiérarchie. D'autre part, lorsque la victime porte plainte, le mécanisme de mutation presque systématique de la victime ou l'absence de sanction à l'encontre du harceleur exacerbe le sentiment d'injustice et s'apparente à une double peine pour la victime. En sa qualité d'employeur, la police est tenue d'élaborer une politique de prévention sur base d'une analyse minutieuse des risques psychosociaux émanant de l'organisation du travail, les conditions de travail, mais aussi les relations interpersonnelles au travail. Suite à la diffusion du reportage de la RTBF intitulé « Harcèlement à la police, le grand malaise », aucune zone de police ne pourra faire l'économie de faire lumière sur l'ensemble des faits évoqués.
Il est dès lors urgent d'analyser en profondeur les dysfonctionnements internes et de prendre les mesures adéquates afin de préserver non seulement le bien-être de nos agents, mais aussi la qualité de leur travail auprès de la population. Se posent dès lors les questions suivantes. Notre zone de police a-t-elle réalisé cette analyse et possède-t-elle un plan d'action de prévention afin de lutter contre les dommages psychiques? De quand datent ces deux initiatives? Une évaluation de ce plan d'action a-t-elle été réalisée? Si oui, de quand date-t-elle et quelles en sont les différentes conclusions? Combien de plaintes pour violence, harcèlement moral, violence physique ou incitation à la haine sexuelle, raciste, LGBTQI, phobe de la part d'un collègue ont-elles été déposées au sein de notre zone de police pour les années 2017, 2018 et 2019? Quelle est la proportion de femmes parmi les plaignantes? Quelle proportion de plaintes a abouti à une sanction de la personne accusée de violence? Quelle proportion de plaintes concernait un supérieur hiérarchique? Quel est le nombre de mutations forcées pour ces mêmes années? Dans quelle proportion s'agissait-il d'une mutation de l'auteur des faits? Comment le dépôt de plainte à l'encontre d'un collègue s'effectue-t-il à la zone? Y a-t-il bien des personnes dites de confiance, auprès desquelles les victimes peuvent se confier dans un premier temps? Comment garantir l'anonymat et ainsi encourager la victime à dénoncer les faits dont elle fait objet? Merci. Bon, je vais donner la parole au chef de corps pour répondre. Je voudrais néanmoins vous dire, Madame Daraji, que nous avons un CCB tous les mois, que nos agents font une analyse de risque pour une quantité de matières, parce que dans une zone, il y a évidemment des risques lorsqu'on fait l'entraînement pour les armes, y compris les risques que vous venez d'évoquer, mais il y a plein d'autres matières que des analyses. Cécile Ozer, d'ailleurs, qui participe toujours à ces CCB, qui est toujours bien régulière, peut le constater. Nous parlons principalement de ça. Et au tout dernier CCB qui était en vidéoconférence, on a même été félicité, notre zone, pour le travail qu'on effectuait en la matière, même par le syndicat de la police, Madame Ozer. Je tenais à vous le dire, parce que c'était assez exceptionnel. Mais donc, le chef de corps va vous répondre plus particulièrement pour la thématique que vous avez abordée, qui est importante. Mais j'aurais envie de vous dire, comme je le dis parfois à Monsieur El Hadjaji, vous avez raison de poser des questions, c'est votre droit, mais ne doutez pas qu'on pense à toutes ces choses-là et que derrière nous, il y a des services compétents qui travaillent et qui font leur boulot dans tout ce domaine-là. Et donc, vous posez les questions et c'est bien normal qu'on vous réponde, mais je voudrais vous rassurer quand même de manière globale que les services de la police sont très efficaces en matière d'analyse de risque et qu'on a de très bons agents dans ces services. Je ne doute pas, hein, Madame la Présidente, je fais mon travail au même titre que les agents et je pose les questions. Donc voilà. Bien sûr, mais donc le chef de corps va vous répondre très précisément. Ok, voilà. Donc, merci en tout cas de m'avoir posé la question avant et de m'avoir envoyé le document. C'est gentil, comme ça j'ai un peu eu le temps de préparer. Hein. Donc, effectivement, j'ai fait des recherches. Donc, je reprends les questions dans l'ordre. Avez-vous une analyse? Donc, vous devez savoir que nous avons un plan global de prévention pluriannuel qui est validé une fois pour, de mémoire, 5 ans. Et qu'annuellement, nous développons des plans annuels bien-être. Ces plans annuels et le plan global sont approuvés par le collège de police et amenés en CCB. Alors, l'évaluation annuelle, c'est simplement, vous avez par thème bien-être toute une série d'items et nous avons des actions qui doivent être prises annuellement et on avance d'année en année, soit on parvient à atteindre ces actions, soit on les reporte à l'année suivante, soit on estime qu'il ne faut plus les poursuivre pour telle ou telle raison. Donc, il y a une démarche passive qui se passe au travers du plan global qui se décline en plan annuel. Au niveau de ce qui existe, vous devez savoir qu'au niveau de la zone, déjà, il y a pas mal de, si on parle de violence faite à l'égard des femmes, violence de tout type, hein, il y a déjà la moitié du cadre officier qui est composé de femmes.
il y a la présidente du collège qui est une femme et qui est hypersensible à la cause, donc qui nous pose pas mal de questions sur les violences conjugales, sur les vifs à l'extérieur et qui s'inquiète également de la qualité de vie des policiers et policières au niveau de la zone de police. Ça, je peux vous l'attester. Je peux vous dire aussi que nous avons effectivement au sein de la zone une personne de confiance qui est une dame. Nous avons un service de contrôle interne qui est efficace, tant réactif que proactif. Nous avons un service, le GRH, le service RH, qui dispose de toute une série, entre guillemets, de flotteurs dans les différents services et qui peut détecter des problèmes de tout type, y compris des problèmes de harcèlement. Nous avons les chefs de service qui sont là pour veiller si au sein de leur service, il n'y a pas un mal-être, un malaise, un problème de fonctionnement, un problème de comportement, d'attitude, qui, croyez-moi, nous sera vite rapporté. Nous avons tous les collègues qui sont quelque part des sentinelles et qui peuvent réagir le cas échéant. Nous avons des services externes, je pense au SPMT. Chaque collègue ici sait qu'en cas de problème, s'il ne sait pas en parler en interne, s'il ne veut pas, s'il est gêné, s'il a un problème de confidentialité, peut s'adresser au SPMT anonymement. Nous payons des unités de prestation dans un cadre suivi psy, notamment, et le SPMT reçoit les gens. Nous n'avons pas de compte rendu. Tout ce que j'ai, moi, c'est le nombre d'unités qui est mangé progressivement. Je ne sais pas dans quelle raison. Le stress team, pareil, c'est un organe externe, mais toujours policier quelque part, ça dépend de la police fédérale, qui peut également recevoir des plaintes de personnes, recevoir des victimes, et tout ça, c'est anonyme. Donc SPMT, stress team, personne de confiance, c'est purement anonyme. Nous avons notre conseil en prévention qui était également le réceptacle en cas de problème. Et donc, je pense qu'au sein de notre structure, on a suffisamment d'éléments et d'organes, internes ou externes, pour détecter. Alors, pour réagir en cas de plainte, si jamais la personne souhaite rester anonyme, soit ça nous arrivera par la personne de confiance en CCB notamment, soit ça nous arrivera par une autre structure qui peut être l'inspection générale ou le comité épée, disant nous avons appris que nous souhaitons que vous meniez une enquête psychosociale, par exemple, au sein de votre service. Ils peuvent même demander ou déléguer un audit. Donc, nous avons, en cas de si une personne veut maintenant déposer plainte nominativement, il y a toujours de toute façon notre contrôle interne. Nous avons l'AIG, le comité épée, les services de police autres que nous, zone de police ou fédérale. Police fédérale, la PJF peut aussi acter une plainte. Donc il y a suffisamment de voix pour se manifester et dénoncer un fait. À l'heure actuelle, je vous dis, pour les 3 années citées, nous n'avons pas de fait de violence de ce type. Nous n'avons pas acté au sein de notre zone, nous n'avons pas acté des faits de ce type-ci. Et si ces faits avaient été actés ailleurs, j'en aurais été avisé et une enquête aurait été menée. Et en tout cas, j'aurais été avisé qu'une enquête visait telle ou telle personne de chez moi. Les enquêtes psychosociales maintenant. La dernière en date, c'était celle qui datait de l'époque précédente où le chef de corps avait été mis en position de harcèlement potentiel et donc une enquête psychosociale avait été demandée. Ici récemment, une organisation syndicale avait demandé d'envisager un point en CCB, si vous vous souvenez, pour une enquête psychosociale sur une maison de police et ça n'a pas été suivi par les autres organisations syndicales et finalement ils l'ont retiré. Nous avons malgré tout tenu à savoir de quoi il s'agissait. C'était visiblement une mauvaise information qui émanait d'une personne disant qu'il se sentait harcelé par son chef de service parce qu'on lui avait refusé des horaires, ce genre de choses. Mais ça n'a pas été objectivé, donc ça n'a pas été suivi des faits. Vous devez savoir également que nous avons mis en place un plan d'action bien-être qui est passé en collège et en CCB et nous mettons maintenant en place, nous écrivons actuellement une politique intégrité qui reprend également donc les comportements et attitudes que l'on attend à l'égard de chaque policier et qui sera davantage préventif, c'est-à-dire permettre aux policiers d'être le mieux sur le plan opérationnel et sur le plan contact population et donc le moins en phase critique et qui permet, j'espère, d'avoir moins de répression, entre guillemets, entendez par là, enquête disciplinaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais clairement, on fait des choses. Il y a des organes qui existent, qui ne dépendent pas de moi, qui sont totalement autonomes. Vous savez, une personne de confiance, lorsque quelqu'un va la trouver,
elle rédige un rapport à destination de la structure personne de confiance, je n'y ai pas accès et je ne sais pas qui y va. Donc l'anonymat est présent. Et si jamais vraiment il y avait un problème, elle va inciter la personne à déposer plainte ou va alors nous informer d'un problème plus large, plus général, pour que nous puissions travailler dessus. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas ce type d'information au niveau de la zone et ma personne de confiance, je suis certain, nous aurait tiré les sonnettes d'alarme s'il y avait ça. Néanmoins, le problème reste clair. Et une question que vous devriez poser peut-être au niveau, et je termine avec ça, au niveau fédéral. En 2014, Mme Milquet, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait demandé la tenue ou la réalisation d'une enquête justement sur le harcèlement au sein des services de police. Ça avait été mandaté à l'époque par le commissaire général de Boll, Madame de Boll. Madame de Boll est partie à l'Europe, à Europol, et à la suite, il y a eu un nouveau commissaire général et surtout un nouveau ministre de l'Intérieur, et cette enquête a été, je veux dire, coupée. C'était relancer cette enquête qui eût été utile, peut-être, parce que je pense que là, il y avait matière à. Ben voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, si je ne vais pas être Merci, Monsieur Jadocor. En tout cas, vous avez apporté la réponse qui me semble être effectivement le résultat de la réalité que nous vivons au quotidien à la zone. Je voudrais aussi dire que nous portons une grande attention aussi au harcèlement qui est fait par rapport aux personnes sur leurs préférences sexuelles. C'est quelque chose qui est important. Si j'embête souvent le chef de corps pour la condition et le harcèlement pour les femmes, je l'embête un peu moins, mais parfois aussi sur une fonction qui est très masculine et qui, par contre, est parfois aussi harcelante par rapport aux personnes qui ont des préférences sexuelles différentes. Je vais vous laisser répondre, Madame Daragi, et vous simplement rappeler aussi à l'ensemble des conseillers que ce genre de questions non politiques et plus techniques, vous pouvez les poser en conseil, mais vous avez aussi tout le loisir de contacter le chef de corps ou la secrétaire de zone si vous avez des questions. Voilà. Oui, mais je tenais à… Mais pas vous, c'est pas vous, je le dis aux autres. C'est juste pour bien dire que j'ai toujours obtenu des réponses, et donc c'est vrai que le chef de corps donne suite à nos questions hyper rapidement, donc vraiment c'est intéressant. C'est parce que vu que vous changez la donne des conseils de police, tout le monde peut s'y mettre à poser des questions techniques et on durera de nouveau plus longtemps, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont à votre disposition et que voilà, pour des questions techniques comme celle-là. En tous les cas, merci pour les éléments de réponse. Je voulais juste une confirmation qu'il n'y a donc pas de plainte pour violence, que ce soit bien violence physique, incitation à la haine, raciste. OK. Et donc, on est bien conscient que donc il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Maintenant, il faut être attentif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'harcèlement et qu'il n'y a pas de violence de n'importe quel type. C'est peut-être qu'ils n'osent pas justement poser ces questions. Et on se souvient qu'avec l'ancien chef de corps qui avait été écarté pour harcèlement, ça montre bien que ça existe. Donc, c'est une réalité, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais ça démontre aussi qu'on l'avait repéré à l'époque, que beaucoup de personnes avaient porté plainte et qu'il y a eu des suivis. Mais pas d'être attentif, ce qui serait bien, c'est de pouvoir régulièrement obtenir des chiffres si dépôt de plainte il y a, même entre collègues, etc. Enfin, je pense que c'est intéressant. Tout à fait, c'est tout à fait intéressant et on peut se réjouir que jusqu'à présent, le problème ne semble pas exister dans notre zone, même si des chiffres démontrent au niveau de l'ensemble de la Belgique qu'il y a des problèmes. En tout cas, je pense que vous pouvez être convaincu par la réponse du chef de corps que tout est mis en place pour que si quelqu'un a un moindre problème, qu'elle puisse le faire de manière anonyme et avoir un suivi à ce qu'elle vit. Et ça constituerait un problème de fonctionnement au niveau du service de police et je serais obligé de le rapporter au niveau du collège. Si je vais y avoir une plainte à l'égard d'un de mes policiers pour ce type-là ou un problème entre collègues chez moi, vous savez, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles, les couples se font et se défont, pas toujours dans la condition simple. Donc, s'il devait y avoir un problème harcèlement à ce niveau-là, le collège serait d'office au courant. Nous avons également, et Madame la Présidente l'a bien dit, des personnes avec des préférences sexuelles différentes. Des homosexuels, nous en avons dans nos rangs. Jamais j'ai entendu une quelconque remarque à leur égard et je n'ai jamais, et je les côtoie, j'ai jamais eu de leur part le fait que ça ne va pas, on n'est pas comme… Non, jamais. Franchement, je ne dis pas que c'est la situation idyllique, je ne vous vois pas quelque chose, hein, mais je n'ai pas ce type de même.
Pour ce qui est de l'enquête, c'est vrai que ce serait intéressant de remonter ça à Peter de Crème parce que… Oui, je pense. Voilà. On peut passer au huis clos? Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui. Vous aviez une question aussi peut-être? Ben, juste vous dire que voilà, il y a des informations qu'on apprend ici à travers les questions qu'on pose, notamment ici le travail du CCB. Et je tiens à rappeler que nous avions demandé à pouvoir avoir connaissance des PV du CCB lors d'un précédent conseil de police. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas accordé une suite favorable à notre demande. Et donc, voilà, ces documents-là nous permettent aussi de prendre connaissance du travail qui est réalisé par les services. Et je suis encore à remercier le chef de corps pour les précisions apportées. Ça n'est pas des informations directement de la zone qui font que la question est posée. C'est principalement ce reportage de la RTBF qui est pour le moins interpellant et qui nous donnait l'occasion de faire un peu le poids au niveau local. Donc voilà, je tenais aussi à le préciser. Voilà. Merci. Je tiens à préciser que le CCB est très démocratique puisque 3 membres du conseil de police en font partie. Je parle souvent de Madame Moser, mais 2 autres en font partie aussi. Et donc, ils viennent aussi assez régulièrement. Et donc, les CCB se font à huis clos avec les membres qui sont présents et nous ne souhaitons pas divulguer les PV. Ça concerne du personnel et ce n'est pas le genre de choses que nous souhaitons divulguer. On peut passer au huis clos? Oui, Madame Moser. Une question par rapport au CCB. Les 2 derniers étaient donc par vidéoconférence, mais je ne reçois pas le lien. Maintenant, c'était très difficile pour moi d'y participer, d'écouter les syndicats par vidéoconférence en même temps que mon boulot, donc ça n'a pas été très. Je suppose qu'on va refaire des CCB physiques bientôt, mais en tout cas, je ne reçois jamais le lien vidéo pour assister au CCB. En fait, il y a eu un CCB en vidéoconférence. Le deuxième était technique. C'était une réunion technique. Ce n'était pas un CCB. Donc, moi-même, je n'y étais pas non plus. Mais donc, on va vérifier ça. Si on doit poursuivre en vidéoconférence, c'est à la demande des syndicats aussi que ce soit fait en vidéoconférence. On peut passer au huis clos? Oui. On dit à l'informaticien d'arrêter l'enregistrement. Oui, voilà, juste 2 secondes. On va supprimer les… Et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Toi aussi? Encore un? Encore un. Encore un quoi? On enregistre sur 2 ordinateurs pour être sûr. Le mien et celui de l'informaticien. D'accord, ok.